Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Philosopher la paix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur peu commun qui force à regarder la paix, non pas dans la bonté, non pas dans la vertu, mais dans les mécanismes sociaux qui transforment des passions douteuses en ordre collectif. Bernard de Mandeville est surtout connu en classe de terminale pour sa célèbre fable des abeilles, avec cette formule qui reste ancrée en nous, les vices privés font les bénéfices publics. Mais si l'on prend au sérieux cette formule, celle-ci devient une question de paix. Est-ce que la paix sociale dépend réellement de la vertu ou dépend-elle surtout de la manière dont une société encadre, détourne et utilise de ce qu'elle a de plus peu avouable ? Ce déplacement est inconfortable parce qu'il brise une histoire que nous aimons raconter. Nous aimons imaginer la paix comme une récompense morale. Plus les individus sont bons, plus la société est pacifique. Mandeville propose presque l'inverse. Une société peut être moralement médiocre, traversée de vanité, d'intérêt et d'inégalité, et pourtant stable, organisée, en paix au sens politique. Chez lui, la paix n'a rien d'un état angélique. C'est une forme d'ordre habitable, une stabilité produite par des règles, des échanges, des dépendances réciproques. Ce qui veut dire que la paix peut tenir sur des ressorts moralement ambigus. Mandeville écrit dans une Angleterre en pleine transformation. Le commerce s'étend, la vie urbaine s'intensifie, les métiers se diversifient, l'argent circule et les signes extérieurs de réussite deviennent centraux. Et cette mutation déclenche une obsession, le luxe. Mais le luxe, est-ce un poison moral qui corrompt la société ou un moteur collectif qui fait travailler, inventer, produire et même tenir l'ensemble ? Mandeville installe donc cette tension. D'un côté, des discours moralisateurs dénoncent l'ostentation, la cupidité, le mensonge social. De l'autre, la prospérité nationale semble précisément nourrie par ce monde de désir, de comparaison et de rivalité. Ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont Mandeville choisit de répondre. Il ne fait pas un traité abstrait, il construit une fable satirique. La fable des abeilles, un poème allégorique accompagné de commentaires en prose. Et la fable n'est pas un décor. Elle est ici un dispositif pour poser le problème au plus près du réel. Comment une société peut-elle être riche, puissante, bien réglée et être en même temps moralement contestable ? Et si elle est stable, est-ce parce qu'elle est vertueuse ou parce qu'elle est bien organisée ? Dès l'introduction de l'œuvre, Mandeville propose une analogie glaciale. Il compare la société à un corps humain. Quand on regarde un corps de l'extérieur, on voit une forme, une peau, une apparence propre. Mais ce qui fait vivre la machine, ce sont des organes internes, parfois laids, parfois répugnants que l'on n'exhibe pas. De même, dans le corps social, la vertu ressemble à une façade honorable. La générosité, la modération, le désintéressement sont beaux à dire, beaux à afficher. Mais ce qui met réellement la société en mouvement, ce sont souvent les qualités les plus viles, l'intérêt privé, la soif de profit, le désir de distinction, l'orgueil, l'ambition. Et Mandeville insiste. Son but est de faire sentir la bassesse des ingrédients qui composent une société bien réglée. Cette image change notre manière de penser la paix. Car si la paix est un effet d'ordre social, alors il faut regarder le moteur et non la vitrine. Il faut regarder ce qui concrètement empêche la passion de se transformer en violence brute. Et il faut accepter l'hypothèse la plus gênante. Une société peut être pacifiée, non pas parce que ses membres sont moralement élevés, mais parce que leurs passions sont prises dans un cadre qui les rend compatibles avec la vie commune. Dans la fable, la ruche est un état complet. Elle est vaste, peuplée, industrieuse, il y a des lois, des métiers, des arts, des sciences, tout un monde social structuré. Elle est prospère en temps de paix et redoutable en temps de guerre. Elle tient au sens politique. Et pourtant, moralement, elle est un désastre, fraude, trahison, corruption, parasite, filouterie. Chaque groupe a ses ruses et chacun se plaint des vices des autres. Mais, et c'est là le cœur de la fable, ces vices ne détruisent pas la ruche. Ils contribuent paradoxalement à la conserver. La société fonctionne comme un concert. L'harmonie ne vient pas de sons identiques, mais de sons opposés qui se combinent. L'ordre social, ici, ressemble à un équilibre instable. Un ajustement permanent de forces contradictoires, les riches consomment par vanité, les pauvres travaillent par nécessité. À ce moment-là, la paix apparaît sous une forme inattendue.
Ce n'est pas la paix des âmes ni la paix des saints, c'est une paix de fonctionnement. Un ordre public suffisant, une stabilité institutionnelle, une économie qui tourne. La ruche n'est pas pure, elle est organisée. Pourquoi la ruche ne bascule-t-elle pas dans la guerre civile permanente ? Eh bien parce qu'il existe une architecture, des règles, des procédures, des sanctions, une justice. Dans la ruche, les procès existent, le droit tranche, et même si les avocats y trouvent leurs bénéfices, le résultat global est un maintien de l'ordre. Mandeville propose en effet une idée très politique. La paix civile dépend moins des bonnes intentions que de la présence d'institutions capables de contenir les dégâts. Cela veut dire que moraliser ne suffit pas. Prêcher la vertu peut flatter l'oreille, mais ne garantit pas l'équilibre d'une société complexe. A l'inverse, organiser, c'est partir d'un diagnostic peu flatteur. Les êtres humains seront intéressés, jaloux, orgueilleux, avides de reconnaissance. La question n'est donc pas comment supprimer ces traits, mais comment construire un monde où ces traits ne se traduisent pas automatiquement en violence. La paix devient donc une technique sociale, un art, des règles, des contraintes, des détours qui transforment des tensions en coexistence praticable. Puis arrive l'événement central de la fable. Les abeilles se scandalisent de la corruption générale. Elles réclament la vertu, une société propre. Elles veulent que les vices disparaissent. Les abeilles prennent conscience de leurs crimes. Elles font repentance, veulent désormais vivre selon les principes strictement vertueux, rembourser leurs dettes, cesser les tromperies, renoncer aux ruses. Et c'est ici que Mandeville est le plus violent. Au moment où la morale s'améliore, la ruche dépérit. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'activité était alimentée par le superflu, le désir de se distinguer, d'orner, d'acheter, de paraître. Quand la frugalité devient la norme, le luxe s'effondre, et avec lui, des corps de métier entiers disparaissent. La ruche perd sa beauté, sa complexité, sa production. Beaucoup meurent donc par faute d'activité suffisante. Ce qui reste, c'est une honnêteté intérieure, un contentement moral, mais au prix de la prospérité et de la puissance. À ce stade, Mandeville force une distinction que nous mélangeons souvent. Il y a une paix de la conscience et il y a une paix politique. Après la conversion morale, les abeilles gagnent une tranquillité intérieure, moins de compétition, moins d'ostentation, moins de mensonges social. Elles vivent sobrement en paix avec elles-mêmes. Mais cette paix intérieure est payée par une fragilisation collective. L'économie est affaiblie, la puissance est réduite, la vulnérabilité est accrue. A l'inverse, la ruche initiale était riche, organisée, redoutable, et donc capable de se défendre, mais elle baignait dans une corruption généralisée. Mandeville ne dit pas « choisissez le vice », il dit « cessez de croire que la paix morale et la paix sociale coïncident naturellement à une grande échelle ». Une grande société prospère exige de l'énergie, et cette énergie prend souvent la forme de passions moralement douteuses. Nous pouvons éclaircir cette idée dans les recherches sur l'origine de la vertu morale chez Mandeville, où il explique comment la morale peut naître non pas comme une vérité tombée du ciel, mais comme une véritable construction politique. À l'origine, dit-il, les humains sont gouvernés par leurs passions et leurs intérêts, pour rendre cette matière explosive socialement vivable. Les législateurs inventent un discours moral qui flatte les individus, on leur promet l'estime s'ils se contiennent, on valorise l'honneur, on brandit la honte, on oppose des esprits généreux aux esprits bas. Le résultat est encore une fois subtil. Les individus se conduisent vertueusement pour être admirés, pour être reconnus, pour se distinguer. La morale est ici une ruse sociale qui canalise l'amour-propre au lieu de la supprimer. Et c'est cela qui produit une paix civile, non pas une paix de sincérité, mais une paix de retenue. On n'a pas détruit l'orgueil, on l'a discipliné. On n'a pas aboli le désir de briller, on l'a transformé en moteur compatible avec la coexistence. Autrement dit, la vertu peut fonctionner comme un instrument de pacification, une technologie du comportement au service d'un ordre stable. On comprend alors que Mandeville apporte une réflexion moderne sur la paix. L'idée qu'une société peut être pacifiée par des liens impersonnels. Dans une société commerciale, on dépend d'inconnus, on a besoin que les échanges soient fiables, que la confiance minimale existe, que les règles soient respectées, non pas parce qu'on aime le bien, mais parce que sans cela, tout s'écroule. La paix devient une conséquence de l'interdépendance. Je coopère parce que j'ai besoin que l'autre existe, pas parce que je le juge moralement digne.
Cette paix a une force et un risque. Sa force, c'est qu'elle tient même avec des individus ordinaires, intéressés, imparfaits. Elle ne nous demande pas d'être des saints. Mais son risque est que si tout repose sur l'intérêt, l'équilibre peut basculer quand l'intérêt devient prédation, quand les institutions cessent de contenir, quand le jeu ne récompense plus la coopération, mais l'écrasement. La paix dans ce cadre n'est pas un acquis moral, c'est un montage politique fragile qui demande un entretien permanent. Mais que nous laisse donc Mandeville ici ? Une idée assez sévère mais féconde. La paix sociale est un produit indirect. Elle naît d'un encadrement des passions plutôt que d'une disparition des passions. Elle dépend de lois, d'institutions, de dispositifs capables de transformer des rivalités en circulation, des ambitions en activité, des désirs en travail, des conflits en procédure. Il nous oblige ainsi à distinguer ce que nous confondons trop vite. La paix de la conscience et la paix de la cité. On peut gagner l'une et perdre l'autre. Et ce conflit n'est pas une curiosité, il traverse nos débats dès qu'on parle de morale publique, de luxe, d'inégalité, d'économie. Mandeville ne dit pas « renonçons à la vertu », il dit surtout « ne construisez pas la paix sur des présupposés angéliques ». Une société d'anges n'existe pas, et la paix dans le monde des hommes est d'abord une construction.